Ici votre animateur Rémi Trudel de l'École nationale d'administration publique de l'Université du Québec. Cette semaine, dans notre série sur l'industrie forestière, nous accueillons Marc Desforges, un ingénieur spécialisé dans la théorie ou l'approche des clusters, c'est-à-dire réunir toutes les conditions, que ce soit public ou privé, pour réussir la transformation de la fibre forestière au Québec, ici ou ailleurs. Un épisode extrêmement intéressant sur les nouvelles possibilités de la forêt québécoise. Nous allons suivre cet épisode avec grand intérêt. J'ai eu l'occasion d'abord d'être un praticien, donc j'ai participé à une centaine de créations d'entreprises, j'ai travaillé sur plusieurs territoires et donc j'insiste là-dessus, c'est d'abord une expérience induite par mon expérience personnelle, j'insiste là-dessus. Ensuite, un peu frustré par des politiques très top-down, très décidées par Paris pour tous les territoires et très émerveillé par des lectures de chercheurs, j'ai été amené à me confronter en quelque sorte à des chercheurs, des gens qui avaient écrit pour le monde entier, des prix Nobel et autres. Ça m'a passionné. J'ai eu la chance pendant 2 ans d'avoir un gros budget de l'État pour faire travailler avec moi sur mes concepts, les challenger en quelque sorte, une douzaine de chercheurs. Et donc il y a une deuxième partie qui est plus conceptuelle, qui a été extrêmement exigeante pour moi, qui a duré beaucoup plus longtemps que je l'imaginais, ça a duré 7 ans, avant qu'on arrive au concept de territoire innovant, donc un territoire acteur de son innovation. Et puis troisièmement, bon, maintenant je suis une sorte d'expert et mon métier est devenu d'être consultant. Donc il y a Epinal qui est une expérience prototype en quelque sorte, dont j'ai été l'actionnaire fondateur, le directeur général, avant que Franck Peillon ne soit recruté. Et moi, mon job aujourd'hui, c'est de le démultiplier. Donc j'ai déjà une vingtaine d'expériences selon ce même concept et j'espère qu'on arrivera assez rapidement à une centaine de cas sur la France. Donc voilà, donc une triple expérience de terrain personnel, confronté en quelque sorte aux penseurs académiques avant d'essayer de mettre au point quelque chose qui puisse être applicable, pourquoi pas dans votre beau pays du Québec. Donc Ecodev, c'est une société d'un type nouveau qu'on appelle une société de co-développement. En fait, toute l'idée, c'est d'avoir un capital qui soit majoritairement détenu, enfin exactement à 50% par les chefs d'entreprise d'un même territoire et d'une même thématique, en l'occurrence pour nous à Épinal, la filière bois. Et en même temps de leur donner donc du pouvoir, mais comme on sait que ce n'est pas eux qui peuvent amener les capitaux, on va avoir pour 20% les financiers, pour 20% les collectivités et pour 10% les chercheurs, de manière en gros, selon des principes un peu coopératifs, à avoir des décideurs, les chefs d'entreprise, qui soient les décideurs, mais dans une structure où on va avoir une vingtaine de millions d'euros, excusez-moi, je ne sais pas faire la conversion, en dollars canadiens, donc une vingtaine de millions pour qu'ils aient les moyens d'atteindre très vite, d'avoir les moyens d'avoir un effet de taille, d'agglomération pour atteindre 100 millions de chiffres d'affaires, qui est quelque chose qui, dans mon expérience en modèle économique, est indispensable pour absorber des coûts fixes sur lesquels je reviendrai. C'est-à-dire si vous prenez une capsule Nespresso, c'est pas le coût du café qui est dedans qui fait la valeur, on est d'accord. Donc c'est l'expérience du client, la qualité, le fait que ça soit pas salissant, l'arôme, et ça remplace un peu quelque part la qualité d'un café qu'on trouvait autrefois chez un professionnel. Dans un iPad, c'est pas la valeur, c'est bien l'usage qui en est fait, le marketing, le fait d'être fier d'avoir ça. Donc on est de plus en plus dans une valeur qui est tirée par quelque chose qui est importante pour le client. Donc nous, on part de ça. Alors concrètement, à Épinal, on est dans un pays de bois et je rencontre un chef d'entreprise qui est le patron de la plus grosse entreprise, en l'occurrence de papier,
des Vosges. Pendant 20 ans, la filière bois a été tirée en quelque sorte par le marché du papier. Et comme vous le savez, le papier décline. Et donc il me dit, moi, il faut que je diversifie. Et donc on réfléchit pas très longtemps d'ailleurs et on se dit, c'est dans le bâtiment probablement que le prochain... on est en France, hein, on a des habitudes de consommation très différentes. Les bâtiments bois, c'est 1 ou 2% du marché, c'est vraiment rien du tout. Je sais qu'en Amérique, c'est beaucoup plus important. Voilà, donc on se dit c'est probablement là-dessus que le marché de demain est. On rencontre des chercheurs qui nous disent tiens, il y a un produit super, ça s'appelle la laine de bois. Et la laine de bois, c'est un produit ancien, mais on a des technologies nouvelles pour le produire beaucoup moins cher. Et donc là, à partir de là, tout mon travail, et ça sera systématiquement le cas, on va se dire comment prendre cette innovation, une laine de bois qui est un produit traditionnel revu par des innovations modernes de processus de fabrication, et comment l'appréhender d'un point de vue marché. On demande aux chercheurs et ils nous disent, voilà, le problème c'est qu'on va avoir 20% de coûts supplémentaires par rapport à des produits pétroliers d'isolation. Hors de question. Et donc on a commencé à travailler inverse en disant, si on est capable de faire 20% d'économie de coûts, on a un marché qui est 50 fois plus important. Et là, on va pouvoir écouler l'ensemble de la matière qui va être faite. Donc c'est notre point de départ. Et là-dessus, on étudie, et c'est l'image que vous verrez là-dessus, on étudie comment casser les coûts. Et en fait là, c'est la recette miracle, c'est de se dire il faut qu'on réunisse en gros non pas une seule, mais 5 usines sur le même site, en écosite industriel, pour partager des frais. Et des frais, c'est extrêmement simple. Par exemple, une chaufferie avec un séchoir, c'est pas très original dans un pays de bois, mais là, l'originalité, c'est qu'on va investir quelque chose d'important, on va investir 25 millions d'euros, de manière à ce que ces 5 entreprises puissent en bénéficier ensemble. Et comme ça, on fait une économie de 2 millions d'euros tous les ans en exploitation. Donc une première phase assez difficile où on part du marché et on regroupe comme ça un réseau coopératif d'entreprises qui doit peser 100 millions. Deuxième aspect, plus simple mais beaucoup plus exigeant, on va se dire quels sont tous les moyens organisés à l'échelle du territoire pour effectivement capter ces 100 millions et en l'espace de 3 à 5 ans, ce qui est extrêmement rapide. Donc là, on va recruter des gens de haut niveau. Donc c'est Franck Payon que je remplace aujourd'hui, qui est un business developer de 50 ans, quelqu'un qui a une expérience professionnelle très importante, quelqu'un chargé du marketing, toujours de très haut niveau, et quelqu'un chargé des facilities, mon séchoir et ma chaudière de tout à l'heure. Donc une équipe de haut niveau. Et on comprend que simplement sur 100 millions d'euros, on peut se permettre ce qu'aucune des entreprises petites, qui font 10 millions en moyenne, ne va pouvoir se permettre. Donc c'est la deuxième astuce, matière grise, autofinançable grâce à 100 millions d'objectifs, une aide de 2 ans du gouvernement pour, c'est la poule et l'œuf, il faut d'abord investir dans la matière grise pour ensuite arriver à 100 millions, et 100 millions autofinancer sans subvention les choses. Donc ça, c'est la deuxième idée. Donc là, on est dans un processus où, après que le territoire ait, avec les entreprises, inventé en quelque sorte un marché et une manière de le capter nouvelle, deuxième chose, le territoire organise absolument tout ce qui est nécessaire avec la recherche, avec l'enseignement supérieur, etc., etc., les transports, tout ce qu'il faut pour se donner un plan. Dans 5 ans maximum, on fait 100 millions de chiffre d'affaires. Voilà. Troisième chose, mobiliser de l'argent. Là, c'est la même chose. En France, en tout cas, je ne sais pas comment c'est ici, mais les banquiers ne sont pas des gens particulièrement frileux, mais tout simplement pour étudier un dossier où un chef d'entreprise lui demande 1 million de capital, ce qui est déjà beaucoup, ça va lui coûter très cher. Ça va lui coûter entre 400 et 500 000 euros s'il fait une étude à chaque fois. Et donc 400 à 500 000 euros, c'est énorme quand on veut investir seulement 1 million. C'est pas grand-chose quand on veut investir 10 millions. Et le coût est sensiblement le même. Donc on comprend pourquoi un banquier ne peut pas accepter de financer des petits dossiers. Donc nous, tout simplement, et c'est le troisième aspect du territoire innovant, on va regrouper une dizaine d'entreprises qui ont chacune besoin d'1 million, donc soit 10 millions, et on va aller chercher 10 millions auprès du marché directement, plus 10 millions que la société de co-développement dont je vous ai parlé au début va investir elle-même dans toutes les facilities, le séchoir, le transport en commun avec des entrepôts communs et autres. Donc 10 plus 10, 20 millions. Et notre troisième astuce, c'est de dire un réseau de valeur, par exemple celui-là, le bois à usage du bâtiment, on va donc lever 20 millions
hein. Et ça, on va le reproduire 5 fois dans la région. Donc on réfléchit aussi au bois à usage énergie, au bois à usage chimie, au bois à usage parqueterie, meubles et autres. Et donc on va lever 100 millions. Et 100 millions, c'est à peu près à nouveau la taille critique. Il se trouve que c'est un hasard, hein, mais voilà. C'est à nouveau la taille critique pour cette fois-ci créer des fonds de gestion qui soient bottom-up, hein, voilà. Donc c'est ça les principes 3 principes du territoire innovant. Et donc ce qui est original, vous le sentez, c'est que le territoire n'est plus le territoire au sens géographique où des gens qui ont réfléchi pour vous à Montréal, Québec ou à Paris viennent vous expliquer comment vous allez faire de l'innovation. Non, le territoire, il devient complètement l'acteur. Donc c'est l'acteur qui se dit « moi je suis bon là-dessus, mon marché de demain c'était la papeterie, maintenant c'est le bâtiment ». Comment est-ce que je peux capter un nouveau marché? Donc nous, par exemple, on travaille sur la réhabilitation sur Paris de meubles anciens et autres, d'immeubles anciens et des bâtiments maisons de ville de cet étage. Hein. Deuxième chose, comment j'organise mes entreprises pour qu'elles captent effectivement ce marché. Et troisièmement, comment j'obtiens les fonds nécessaires pour ça. Et sur crise financière actuelle, ça devient particulièrement important. Voilà. Et donc au total, ça crée, comme au Vorarlberg, un sentiment de confiance. Simplement, l'originalité de notre modèle, c'est que voilà, il y a des territoires qui sont naturellement clusterisés, comme Vorarlberg. Hein, on vient de le voir, ça date de plus d'1 siècle. On a l'habitude de travailler ensemble sur des territoires comme les Vosges qui n'étaient pas habitués. Sur la tradition française, on attend tout de l'État, donc on ne fait rien et on pleure auprès de l'État en disant pourquoi l'État ne veut pas faire ça. Et il y a toujours cette espèce de dilemme. Donc là, véritablement, on se prend en main, on devient acteur. Organiser des PME entre elles pour qu'elles atteignent un seuil critique et qu'elles aient ce que les économistes appellent l'effet d'agglomération, et ça a été inventé il y a déjà 2 siècles, donc ce n'est pas du tout nouveau. Hein. Mais à 100 millions, j'amortis plus facilement une chaudière qui elle-même ramenée à 1 mètre carré de laine, ça fait moins cher, tout le monde le comprend. Hein. Donc ce qui est difficile, c'est comment je le crée. Hein. Et là, comment je le crée, c'est là où j'ai cherché pendant 3 ans avec mes chercheurs, là, c'est que comment on peut, dans un territoire comme les Vosges, contrairement au Vorarlberg, qui n'a pas l'habitude, à l'échelle d'un territoire, de se prendre en main. Et là, ça a des ressorts qui sont de l'ordre de techniques, enfin qui doivent être très respectueux des modes culturels. Hein. Donc là, on a utilisé des modèles sociologiques, donc des gens comme Irene Barnes, hein, qui est un sociologue assez intéressant, et par exemple qui a fait une étude simple. Donc pour faire travailler ces réseaux coopératifs, quand on est américain, ce qu'il a étudié, on est assez pragmatique. Donc si j'ai un marché à aller chercher, moi, chef d'entreprise, je suis prêt à m'entendre avec un chercheur qui, lui, est intéressé à avoir de l'argent pour son laboratoire. Et le co-développement, comme on est pragmatique, c'est un contrat, parce qu'on met un avocat au milieu de nous. Voilà. En modèle allemand, ou d'ailleurs en modèle... Irene Barnes a étudié ça en Hollande, mais je pense que Vorarlberg ou l'Allemagne, c'est à peu près pareil. On a une habitude de la co-gestion. C'est-à-dire que dans une entreprise allemande, réfléchir pendant 6 mois avec des chercheurs, des élus et tout, c'est naturel, c'est dans leur gène, ils savent faire ça. Et après ça, pendant 3 ans, le co-développement, c'est payer un manager qui applique le schéma. En France, on a un pays latin, gaulois, donc dès qu'on fait un schéma, le lendemain, tout le monde fait l'inverse. Donc là, ce qui est très important pour nous, comme vous l'avez très bien dit dans votre question, le modèle français, c'est de définir quelque chose, on appelle un intérêt supérieur, qui nous dépasse. Donc si on dit à un chef d'entreprise et un chercheur, on va faire de l'argent ensemble, le chercheur part. Si on dit on va faire de la recherche, le chef d'entreprise part. Donc, par contre, si on leur dit ensemble, on va inventer une maison qui sauve la planète et les petits oiseaux, ça, les Français, ça leur plaît. Donc effectivement, excusez-moi d'avoir été un peu long, le gros travail qui a été très très long en fait, ce n'est pas les techniques de management qui sont finalement très simples, simplement elles sont complètement coalisées. Ce qui a été délicat, c'est de se dire en France, pour que ça marche, eh ben, il faut définir un intérêt général et donc il faut faire des réunions. Donc, donc très concrètement, c'est ce que j'expliquerai, il y a une première phase d'initialisation où on va aller voir des acteurs individuellement, on va essayer de leur faire comprendre
On va essayer, de comprendre comment ils voient eux-mêmes leur avenir d'un point de vue marché si c'est des chefs d'entreprise, parce que souvent ils savent assez bien. Et simplement, on va leur dire, voilà, vous avez une bonne idée, mais vous n'avez pas d'argent, vous avez ça. Comment est-ce que vous voulez réussir tout seul? Ah bah, je ne peux pas. On envoie 15, et après ça, on les met dans une salle de réunion. Et en gros, par des techniques que l'on prouvera, en 3 réunions, on leur montre que, du coup, accéder à un marché où ils ont intérêt à coopérer, s'organiser entre eux et lever de l'argent ensemble, c'est intéressant pour eux. Donc la base, c'est de prendre le chef d'entreprise depuis son intérêt particulier, le chercheur par son intérêt particulier, l'élu par son intérêt particulier, et après avoir bien compris ce qui pouvait les réunir effectivement avec des techniques sociologiques qu'on appelle des controverses, pour qu'ils aboutissent très rapidement à définir quelque chose qui les unisse. Et ça donne un rôle très particulier au cluster manager qui, en France, du coup, est une sorte de traducteur. C'est quelqu'un qui va dire, voilà, ce que vous voulez faire ensemble, on va le faire avec vous, chef d'entreprise, de telle manière, avec chercheurs de telle manière et autres. Donc, il y a une espèce de passage qui est assez complexe, mais il faut c'est ça la nouveauté, hein, le concept est applicable partout. Par contre, la manière d'impliquer les gens va dépendre du contexte un petit peu local. Et là, donc Vorarlberg, Épinal ou Québec, c'est à peu près pareil d'un point de vue économique. Ça n'a rien à voir d'un point de vue culturel. Voilà. Finalement, la problématique stratégique qui se pose à beaucoup de territoires et auxquels je réfléchis, en fait, par mon expérience depuis une vingtaine d'années, c'est un petit peu toujours la même finalement. Hein. C'est celle de se dire comment non seulement on peut développer un territoire d'un point de vue économique, mais plus précisément, quelle est l'efficacité des gens qui conçoivent des politiques publics, des développeurs publics, qu'ils soient élus ou qu'ils soient... donc tous les gens qui peuvent aider, parce qu'il faut quand même revenir à l'essentiel. L'économie, c'est l'œuvre des entrepreneurs. Donc évidemment, l'économie est portée par des entrepreneurs, et donc les questions qui se posent à nous sont comment peut-on les aider avec efficacité? Et la question un peu lancinante, c'est est-ce qu'un territoire comme le vôtre ou comme celui d'Épinal, est-ce qu'il a les pouvoirs, notamment face à la mondialisation, pour avoir une efficacité par rapport à cette économie? Donc comme a priori il y a peu d'universitaires économistes dans la salle, je vais me permettre de faire une rapide introduction là-dessus. Comme ça permettra tout de suite, d'évacuer ce point de vue un petit peu conceptuel, mais c'est quand même pour vous dire que le territoire innovant a été quelque chose qui a été longuement mûri et confronté sur le plan intellectuel. Je pense qu'il y a 3 problématiques importantes si on veut répondre à la question que je viens de me poser à moi-même devant vous. Premièrement, il y a un problème qui n'est jamais complètement bien résolu, c'est ce que j'appellerais un invariant, c'est comment est-ce que l'on peut développer des entreprises industrielles dans un territoire. Et globalement, ma théorie là-dessus n'a pas bougé, vous verrez dans mon expérience. Je pense qu'il y a une difficulté, notamment en France, mais je pense que c'est un petit peu partout ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, des entrepreneurs ayant de bonnes idées, il y en a beaucoup. Comment les aider à créer une entreprise qui ait des moyens de se développer, ça c'est une question difficile. Les économistes appellent ça casser le plafond de verre qui en quelque sorte empêche des entrepreneurs de passer un cap véritablement industriel. Je situe, de même que beaucoup d'économistes, c'est aux alentours de 100 millions d'euros qu'il y a un gap qui est difficile à franchir. Pourquoi ? En dessous, il est très difficile d'amortir des frais d'innovation. Il est difficile d'avoir un directeur de la recherche, un directeur marketing, un directeur financier. Il est difficile d'avoir des équipements de bon niveau. Il est tout simplement difficile d'être crédible sur un marché solvable et intéressant sans avoir un donneur d'ordre qui vienne emprunter au passage une bonne partie de la valeur ajoutée. Et seulement après,
et je dis ça vraiment dans l'ordre. Il y a une difficulté particulière quand on est une PME à lever des fonds propres, puisque par un calcul qu'il est assez facile à faire, lever 10 millions d'euros, c'est intéressant pour le banquier qui va pouvoir facilement amortir les 200, 300, 400, 500 000 euros qui sont nécessaires pour l'étude. Quand il s'agit d'investir 500 000 ou 1 million d'euros, cette rentabilité pour le banquier n'existe pas et donc c'est très difficile d'y arriver. Donc ça, quelque part, c'est l'invariant et cette question est fondamentale et j'ai toujours réfléchi dans mon expérience à savoir comment on pouvait passer ce cap difficile. La deuxième chose, et je ne vais pas être trop long, rassurez-vous là-dessus, c'est que je pense que par contre c'est foncièrement nouveau. La notion d'innovation, qui bien sûr est la seule manière pour nos pays développés avec une économie qui, Dieu merci, protège et donne quelques moyens et un niveau de vie, c'est de se différencier par l'innovation. Mais pendant longtemps, en tout cas en France, l'innovation a été perçue comme quelque chose de très technologique. En gros, c'était un mécanisme assez simple. Un chercheur cherche, quelqu'un transfère à une entreprise et ça donne naturellement de l'économie. Ce modèle ne marche pas bien et donc sans nier du tout évidemment l'importance de continuer à faire de la recherche pour faire de l'innovation, ne nous trompons pas, l'innovation c'est un acte entrepreneurial si on veut que ça devienne un marché. Et donc ce qui change fondamentalement, c'est qu'aujourd'hui, on le voit bien, l'innovation est beaucoup plus tirée par des attentes du marché et plus encore par des types d'organisations qui permettent de créer une valeur usage. Donc on voit que l'innovation est très différente d'auparavant et qu'elle nécessite, pour naître et pour devenir une entreprise plus tard, elle nécessite en fait une coopération entre un chef d'entreprise qui reste incontournable, des chercheurs, mais aussi des clients, mais aussi des sociologues qui vérifient l'usage de tout cela. Aujourd'hui, il ne faut pas se contenter d'innover, parce que des gens intelligents, il y en a partout. Il faut innover plus vite, c'est le time to market. Et donc c'est là où je pense que, dans le monde actuel, le territoire n'a jamais eu tant d'importance pour réussir le passage d'une idée à un marché, parce que dans la confiance et dans la rapidité des contacts oraux qui peuvent se nouer entre le chercheur, chef d'entreprise et le territoire, et les clients, ça va beaucoup plus vite. Et donc, ce modèle est devenu véritablement un modèle d'une très grande actualité. Dernière chose qui me pousse à plus de modestie. Donc, quelque part, c'est de ça qu'est venu le concept de territoire innovant. Donc, le territoire est un acteur, est une forme d'organisation, certes un petit peu inhabituelle, mais c'est une forme active qui, en rassemblant des acteurs, peuvent faire trois choses. Avoir des idées et les transférer plus vite sur des entrepreneurs. Ça, c'est fondamental. Deuxièmement, organiser les ressources de tout le territoire autour de ça. Il va de soi que dans un territoire comme le vôtre, vous serez plus prêts, tous autant que vous êtes, élus, citoyens, à ce que des moyens soient concentrés sur la valorisation du bois, parce que ça fait partie, comme dit Suzanne Berger, de votre héritage culturel. Donc, d'autres régions n'auront pas cette même appétence à mettre les moyens, et donc le territoire peut structurer en quelque sorte les ressources académiques, formation, investissement autour de ces choses d'excellence. Et les grands territoires ont cet inconvénient, c'est qu'ils ont tellement d'atouts qu'ils ne peuvent pas faire tout ça. Et donc ça donne une chance naturelle à des territoires qui, eux, ont 4-5 atouts et vont pouvoir parier là-dessus. Je pense que fondamentalement dans la crise financière que nous vivons, le territoire, et j'essaierai de vous le démontrer à la fin de ce propos, peut également jouer un rôle dans la levée des fonds durables, y compris avec des épargnants, des mutuelles, pour faciliter l'appropriation des fonds propres nécessaires à la croissance très rapide de leurs entreprises. Donc 3 fonctions à ce territoire innovant. Donc tant sur la manière d'impliquer les acteurs pour réussir des expériences comme Green Valley, que pour vérifier l'acceptabilité des clients par rapport aux produits qu'on leur propose et même essayer d'anticiper leurs besoins, que pour mettre d'accord une population autour des usages de leur forêt, ça va être la difficulté majeure. Et on pense que du coup, pour en finir là, avec les mutuelles, le fait de créer des instruments financiers qui permettent de sécuriser dans un premier temps entre professionnels les 100 millions d'euros, mais après 100 millions d'euros, de recourir à l'épargne locale, c'est aussi une manière de dire votre argent sert à votre économie, l'économie fait un retour vers vous, et donc on espère qu'ainsi on aura renforcé le capital social
qui est la faiblesse, en tout cas française, qui nous paraît être le facteur déterminant de l'efficacité économique de demain, en tout cas en ce qui concerne les PME, pour être plus attentifs aux besoins et aux attentes du marché et résoudre des problèmes de confiance dans les territoires. Et un petit mot de politique, puisqu'on en a parlé aussi à midi, c'est probablement une manière de réimpliquer les citoyens dans l'économie qui, en France, est très éloignée des préoccupations de nos citoyens, et ce qui n'est pas sans poser problème. Donc il y a aussi un peu un acte citoyen. Donc voilà, vous l'avez compris, ma quatrième casquette, c'est quelqu'un d'un petit peu impliqué là-dessus, parce que je suis assez passionné et que je pense que ça répond à des besoins qui ne sont pas que économiques, sociaux et environnementaux, mais peut-être un petit peu politiques. La présentation de Marc Desforges nous indique bien qu'il faut réunir un ensemble de conditions dans une même direction pour s'assurer d'une mise en valeur optimale de la ressource forestière, du point de vue écologique, du point de vue social, du point de vue culturel et du point de vue économique, bien sûr. Réunir ces conditions, c'est réussir un nouveau type de mise en valeur de la ressource forestière. C'est ce que nous allons également parfaire dans d'autres émissions de cette série sur l'industrie forestière au Québec.